Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour votre grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, protection de la nature, les premiers CFA du Fonds vert commencent à arriver. La Caisse de dépôt et de consignation devra, à raison de son modèle suffisamment éprouvé, gérer cet argent alloué par le Fonds vert climat en raison des efforts de conservation. Nous irons en Afrique du Sud où la population noire brille par une xénophobie envers les autres Africains. Malgré les appels au calme, l'apartheid fini, Mandela parti, les jeunes générations ont perdu la mémoire. Et puis en Équateur, il faudra attendre le second tour de la présidentielle pour savoir qui de la gauche ou de la droite dirigera le pays dans un contexte régional marqué par un retour de la droite au pouvoir. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session d'information. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon. Une réunion multisectorielle s'est tenue ce jeudi à Libreville au ministère de la Réforme de l'État. Objectif, trouver une solution aux embouteillages qui minent les communes de Libreville, Akanda et Ovendo pendant les heures de pointe. Le compte rendu de Kenny Ongori et Joël Tatou. Afin de trouver une solution palliative au phénomène des embouteillages dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo, à l'initiative du ministère de la Réforme de l'État, une rencontre multisectorielle s'est tenue à Libreville. Celle-ci visait à définir la stratégie à adopter en vue de faciliter les déplacements des usagers et des automobilistes. Nous avons été conviés par le ministre de la Réforme de l'État pour débattre d'une problématique très importante à Kanda et à Libreville, qui est celle des embouteillages. Et donc nous avons ensemble débattu de cette problématique et avons mis en exergue des solutions. Pour trouver une solution, une phase pilote de 3 jours sera observée. Celle-ci est tirée d'un plan de circulation qui a déjà servi pour les grands événements au Gabon en vue de fluidifier la circulation. Ces 3 jours tests vont nous permettre de voir si la réflexion menée peut nous amener, je me répète un peu, à juguler ce phénomène d'embouteillage. C'est donc toute une stratégie qui est mise sur la table pour trouver la formule à ce phénomène. Le ministre de la Réforme de l'État nous propose de voir dans quelle mesure réduire le rond-point du carrefour de Jardin de Jade, fermer également au niveau de l'aéroport. L'objet de cette rencontre multisectorielle vise également à revoir les performances de l'État à la hausse, des performances qui souffrent du fait des retards récurrents des agents sur les lieux de travail dont les embouteillages seraient principalement à l'origine. Parlons d'environnement à présent. Tout d'abord, le Conseil national climat et la Caisse de dépôt et de consignation ont signé ce jeudi à Libreville un accord de collaboration relatif à la gestion de 187 millions de francs CFA alloués par le Fonds vert climat. L'acte vise à accompagner la politique de protection de l'environnement engagée par les plus hautes autorités. Les détails dans ce reportage de Lariska Lormamengui et Bertin Osaga. Cette convention de partenariat entre le Conseil national climat et la Caisse de dépôt et de consignation devra permettre aux 2 entités d'accompagner les différents programmes d'appui à la protection de l'environnement. À la question de nos compatriotes, à la veille de chacune des COP, de savoir que vont-ils faire là-bas et que gagne le Gabon dans cette histoire. Je crois que la cérémonie qui nous réunit est la meilleure réponse, en tout cas la première des réponses que nous pouvons donner à nos compatriotes. L'engagement du Gabon en matière de lutte contre les changements climatiques n'est pas un engagement gratuit, n'est pas un engagement vain. Il nous revient maintenant de travailler à faire effectivement en sorte qu'à chacune des étapes de ce travail, nous en ayons les fruits et que, bien entendu, nos compatriotes, à plus ou moins long terme, puissent sentir effectivement que nous ne nous sommes pas engagés pour rien. L'économie gabonaise étant en pleine mutation, la captation des financements climatiques est essentielle au dire du ministre de l'économie. Ce programme de BFA de 300 000 $, qui devrait être géré de façon transparente, et j'en doute point, puisque le Conseil national climat, sous votre supervision, je peux dire, devait utiliser ces fonds de manière rigoureuse, afin que nos engagements puissent être respectés et que nous puissions avoir d'autres fonds sans pour autant remettre en cause la gestion des premiers fonds qui ont été mis à notre disposition.
Les 300 000 $, soit 187 millions de francs CFA, alloués par le Fonds vert climat, constituent le premier financement international dans ce secteur. Il démontre la confiance des partenaires internationaux dans la capacité pour le Gabon de tenir ses engagements. Soulignons que la Caisse de dépôt et de consignation a pendant près de 2 ans peaufiné son processus d'accréditation pour son éligibilité à percevoir cette subvention allouée donc par le Fonds vert climat, une entité internationale chargée d'accompagner les pays d'Afrique dans les formations, sensibilisation et autres activités concourant à protéger notre écosystème. Retrouvons Dariska Lormamengi et Bertin Osaga. Première entité bancaire dans la sous-région à percevoir une subvention du Fonds vert climat, la Caisse de dépôt et de consignation a fait ses preuves au dire de son directeur général. Après de longues années de discussions et de procédures administratives avec le Fonds vert climat, années au cours desquelles les capacités de gestion de la Caisse de dépôt et consignation ont été éprouvées, un accord de subvention a été signé entre le Fonds vert climat et la CDC, conférant ainsi à la CDC le titre de partenaire financier en faveur du Conseil national climat. Le Conseil climat n'a pas manqué de préciser qu'il veillera à la bonne gestion de ces fonds destinés à accompagner les programmes d'appui à la protection de notre environnement. Nous avons réalisé un suivi stratégique des activités du Fonds vert en fonction de nos priorités nationales. Et nous avons également élaboré les premiers programmes d'appui, dont celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, le Readiness Programme, en français, Programme de soutien à la préparation. Ce programme vise principalement à établir le cadre de travail entre le Gabon et le Fonds vert pour le climat, et donc à réaliser des formations, des ateliers de présentation et tout type d'opérations de sensibilisation en veillant à l'inclusion de toutes les parties prenantes, publiques et privées, ainsi qu'à la société civile. La collaboration entre le Gabon et le Fonds vert climat s'inscrit sur une durée de 1 an, période à laquelle toutes les administrations concernées par la question climat devront s'atteler dans la mise en œuvre de notre politique publique dans la lutte contre le changement climatique. Depuis son ouverture le 5 novembre 2001, le Prytanée militaire, situé dans le 4e arrondissement de Libreville, a connu ce jeudi matin officiellement son 3e commandement de l'histoire. La passation de charge s'est déroulée en présence des autorités de tutelle et de nos reporters, Jamila Bengman, Jospin Bombadianga. Après 2 ans et 4 mois passés à la tête de cet établissement militaire d'enseignement général, le commandant Éric Privaï Valayombo quitte le commandement ce 23 février. Le destin du Prytanée militaire de Libreville est désormais entre les mains du colonel Yves Ditengu, qui, comme son successeur, est un pur produit de l'armée de terre gabonaise. Celui qui me succède est un ancien, est un aîné. Mon colonel, je suis rassuré par vos dévouements et votre expérience professionnelle. Je ne serais pas surpris de voir, ou du moins d'entendre parler de prouesses exceptionnelles sous votre commandement. Vous serez bien encadrés, car ces femmes et ces hommes ici devant vous ont une passion, la réussite. Comptons sur le principe de la continuité de l'administration et sur l'expérience et la volonté de son successeur. Il reste convaincu que ce qui n'a pas été fait ou obtenu le sera incessamment avec le colonel Yves Ditengu. Mon action s'inscrira dans la continuité de mes illustres prédécesseurs qui ont apporté, chacun à sa manière, une pierre à l'édifice prytanée militaire de Libreville, contribuant ainsi au rayonnement de celui-ci. C'est l'occasion ici de louer l'action du commandant Ivala pour les excellents résultats engrangés dans l'école pendant son temps de commandement. C'est donc en homme satisfait, fier du travail accompli en peu de temps, que le White, ainsi que l'appelaient affectueusement les élèves, quitte l'école. Le Gabon se referme par le point de presse de la Fondation Rotary Club International qui, pour marquer d'une pierre blanche la célébration de son 112e anniversaire, a devisé avec les hommes et femmes de médias ce jeudi à l'Institut français de Libreville, occasion pour les responsables des 11 clubs gabonais de revenir sur les actions d'envergure de la Fondation à travers le monde et leurs interventions au Gabon. Ludmila Tuntum, Alexandre Nkogé. 112 ans maintenant que la Fondation Rotary Club International œuvre dans l'éthique civique et la paix dans le monde. Ce jeudi 23 février, jour d'anniversaire, le coordinateur régional des 31 pays d'Afrique est revenu sur les grands axes d'intervention du Rotary Club et des actions. La résolution des conflits. Nous
avons la prévention et le traitement des maladies, l'eau et l'assainissement, la santé de la mère et de l'enfant, ce qui va ensemble, l'alphabétisation et l'éducation de base. Avec un peu plus d'un demi-siècle au Gabon, la Fondation, à travers ses clubs, œuvre dans plusieurs domaines des missions humanitaires parcourant le territoire national où besoin est et en améliorant les conditions de vie des populations. Le Rotary est présent au Gabon depuis combien d'années? Les deux premiers clubs du Gabon ont été créés en 1959. L'un en novembre et l'autre en décembre. Notamment celui de Libreville qui a été créé en novembre et celui de Port-Gentil qui a été créé en décembre. Et aujourd'hui, nous avons, après 57 ans environ, on a 11 clubs qui sont là et qui agissent dans les 6 domaines d'action. Voté. Le Rotary Club veut collecter 300 millions de dollars d'ici au 30 juin 2017. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, l'ONU, dis-je bien, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a salué mercredi l'implication de 3 pays voisins de la Libye pour trouver une solution politique à la crise que traverse ce pays depuis 10 ans. Lariska Lormamengi pour les détails. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a salué mercredi l'implication de 3 pays voisins de la Libye pour trouver une solution politique à la crise que traverse ce pays depuis 6 ans. S'exprimant devant la presse à Tunis, Martin Kobler s'est félicité de la récente activité diplomatique déployée par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, dont les ministres des Affaires étrangères ou des Affaires maghrébines se sont réunis dimanche dans la capitale tunisienne. Je crois que cette initiative tunisienne est très bien. De vraiment rallier les positions de l'Algérie et égyptienne. C'est pour le soutien des Nations Unies, parce que nous avons notre petite feuille de route et la mise en œuvre de l'accord de Skhirat, et nous avons vu aussi que l'accord de Skhirat peut-être doit être adapté. Pour Kobler, les pays limitrophes jouent un rôle très important pour allier et coordonner les positions, les protagonistes de la crise en Libye, déstabilisée par les concurrences entre 2 gouvernements rivaux et de multiples milices locales. Le rôle du général Haftar, la composition du conseil présidentiel doivent être prises par les Libyens eux-mêmes, parce que nous avons vu, si on a la perception d'une imposition de la communauté internationale, ça ne marche pas. La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, devenue un pays de transit, à la fois pour des groupes djihadistes, pour des trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe. Direction Tikwa, ville importante de l'extrême nord-est du Nigeria, où il ne reste qu'une voiture civile, plus de moyens de communication, plus de routes d'accès sauf sous escorte armée. Une situation qui est loin de freiner la détermination des humanitaires qui tentent à présent d'aider 57 000 personnes coupées du monde. Suivons ce reportage de nos confrères de l'AFP. Des brûlures au visage, la jambe cassée. Cette femme a survécu à un assaut de l'armée nigériane contre des insurgés de Boko Haram. À ses côtés, cette jeune fille a également été blessée dans l'attaque du village. La terreur se lit encore dans ses yeux. À Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, de 200 à 300 déplacés arrivent chaque jour. Ils fuient la misère et l'insécurité. Ils sont près de 50 000 à vivre dans des camps, coupés du monde et dépendants de l'aide humanitaire internationale. À leur arrivée, leur hygiène, leur santé et leur alimentation sont très mauvaises. Mais comme ils arrivent, nous leur venons en aide. Nous recherchons leurs proches et nous nous assurons qu'ils ont des vivres et des médicaments. Le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad ces 8 dernières années. Plus de 20 000 personnes sont mortes et 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. La reconquête des territoires par l'armée a mis en évidence les dégâts provoqués par le conflit. Selon l'UNICEF, 450 000 enfants souffrent de malnutrition sévère.
Au village, parfois il y avait à manger, mais pas toujours. Je suis donc venue ici au camp à cause du manque de nourriture. Grâce à Dieu, les agences humanitaires nous aident et nous donnent à manger. Dans ce camp à Dikwa, les conditions d'hygiène sont précaires, les soins médicaux et la nourriture quasi inexistants. La situation est alarmante. They need more food and like you can see their clothes all been torn, they need clothes, they need soap to wash. Il leur faut plus de nourriture et comme vous pouvez le voir, il leur faut des vêtements et du savon pour se laver. Pour l'eau, il y a la queue. Ils n'ont qu'une source d'eau dans le camp. Il y en avait une dehors, mais elle n'est plus potable. Il y a tellement de choses qu'il leur manque. Une situation d'autant plus grave que l'activité économique est anéantie. Toute personne qui commerce dans la région est étroitement surveillée. L'armée soupçonne les civils de collaborer avec les insurgés islamistes. Rétablir la stabilité dans le nord-est du Nigeria prendra de longues années. En Somalie, Hassan Ali Ker, ancien employé humanitaire et dirigeant pétrolier, a été nommé Premier ministre de Somalie ce jeudi par le nouveau président du pays, Mohamed Abdullahi. Les détails avec Ludmila Tuntum. L'économiste Hassan Ali Ker a été nommé Premier ministre en Somalie. Le chef du gouvernement a 30 jours pour former son gouvernement. Dans un contexte de crise politique et d'accusations de corruption, les tensions entre les présidents somaliens et leur Premier ministre au cours des dernières années ont souvent entravé les affaires du gouvernement et zappé les progrès politiques dans le pays. C'est un homme honorable qui va travailler avec ma vision. Au centre de notre travail, il y aura premièrement la protection de la propriété publique, deuxièmement un travail en association avec la justice et troisièmement l'aide aux plus pauvres. Issu de la diaspora, il détient la double nationalité norvégienne et somalienne. Après sa nomination, Hassan Ali Ker a promis de travailler sans relâche avec le président et d'essayer de former un gouvernement qui représente le public. Je sais que c'est un poste à responsabilité et je sais que le pays traverse une période difficile et que le peuple somalien a besoin d'un gouvernement. Je vais essayer de former un gouvernement une fois que le Parlement aura approuvé ma nomination, qui a été proposée par le président. Les nouvelles autorités joueront un rôle central afin de promouvoir la réconciliation et la bonne gouvernance nécessaires pour parvenir à une paix et une stabilité durable en Somalie, alors que l'administration cherche à ramener la stabilité dans ce pays déchiré par 2 décennies de guerre et d'anarchie. Et la page Afrique, nous la refermons en Afrique du Sud, où le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a lancé ce jeudi un appel au calme après une récente série d'incidents violents dirigés contre des immigrés qui ont ravivé le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. En témoigne ce récit de Larissa Matsomo. Depuis 2 semaines, plusieurs bâtiments occupés par des étrangers soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale du pays, Pretoria. Ces incidents n'ont pas fait de victimes mais conduit la police à renforcer sa présence et à procéder à de multiples arrestations. Le gouvernement est profondément préoccupé par les actes de violence qui peuvent entraîner des pertes humaines ou des dommages matériels. C'est pourquoi le Conseil des ministres a fait de ce sujet une priorité et a exprimé son plein appui à nous, ainsi qu'au pôle judiciaire chargé de la prévention des crimes et de la sécurité afin de résoudre ces problèmes pour le bien des communautés. De nombreuses ONG d'aide aux étrangers ont demandé au ministre sud-africain de l'Intérieur d'interdire la manifestation de vendredi, qui ne peut que renforcer les attitudes xénophobes et les attaques. Je veux appeler tous les Sud-Africains à prendre leur distance avec la rhétorique ou les actions xénophobes. L'Organisation internationale pour les migrations a condamné les récentes attaques en rappelant qu'il n'existait aucune preuve que les étrangers sont à l'origine de la montée de la criminalité et du chômage. Le Nigeria, dont les ressortissants ont été mis en cause ces derniers jours, a exprimé mercredi sa vive inquiétude et exigé des mesures de protection de ses ressortissants.
Pas en reste dans cette grande session d'information, vos actualités hors du continent. Tout d'abord, et comme je vous l'annonçais à l'entame, en Équateur, la présidentielle se jouera au second tour. En attendant, les supporters du parti de l'opposition équatorienne ont célébré mercredi l'accès à ce tour ultime de leur candidat à la présidentielle, Guillermo Lasso. L'Équateur se rend aux urnes le 2 avril pour départager le socialiste Lénine Moreno et l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Retrouvons Larissa Matsumo. L'élection présidentielle en Équateur se jouera en avril lors d'un second tour risqué pour la gauche entre le socialiste Lénine Moreno et l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Lors du premier tour de dimanche, Lénine Moreno, ancien vice-président de Rafael Correa de 2007 à 2013, a obtenu 39,3% des voix comptabilisées contre 28,1% pour son opposant de droite, Guillermo Lasso. Nous avons soutenu un gouvernement pendant 10 ans. Tout avait bien commencé. Il y avait de bonnes intentions, construire des routes et faire des travaux publics. Mais après ça, il a perdu la main, il s'est transformé en tyran. Pour l'emporter au premier tour, le candidat d'Alliance Pays devrait atteindre 40% des voix avec 10 points d'avance sur Lasso. Cela laisse présager d'une campagne tendue entre deux modèles de société. Au début, je votais pour Correa à chaque fois. Mais cette fois-ci, j'ai voté pour Lasso. Parce que nous avons besoin de changement dans ce pays. On a besoin de respirer. Il reste aussi à annoncer les résultats définitifs pour les 137 députés de l'Assemblée, les 5 représentants au Parlement andin et le référendum sur les paradis fiscaux, organisé également dimanche. Cap sur la France, et c'est en bref et en images en France, dont le président français François Hollande était mercredi soir au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, avec en toile de fond la présidentielle et le rejet des extrêmes, une occasion pour le chef de l'État de prononcer un discours. Pour lui, la France saura faire les choix qui correspondent à son honneur et qu'elle ne succombera jamais à l'extrémisme. Écoutons François Hollande. La France, elle sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit. La France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme. La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme. La France, elle sera digne de sa parole et de l'affection que vous lui témoignez comme ce soir, vous, les enfants de la République. Ce combat, il se mène d'abord sur notre sol, avec notamment un objectif, prévenir les attentats. Nous le faisons, je n'ose pas dire chaque jour, mais presque, sans que d'ailleurs ces informations soient publiques. Nous devons aussi identifier les personnes dangereuses, empêcher le départ de jeunes fanatisés vers les zones de conflit Syrie et Irak, et puis les punir à leur retour. S'ils reviennent, ils seront immédiatement arrêtés. C'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'entre eux. Et ils seront jugés en France, comme la loi d'ailleurs nous y oblige. Restons en France pour parler cette fois de Marine Le Pen qui a demandé à la justice de ne pas perturber la présidentielle, contestant à nouveau et formellement les faits qui lui sont reprochés, l'emploi de sa secrétaire et de son garde du corps comme assistant parlementaire européen. Suivant un extrait de ses propos. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité et donc elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Pas en reste et toujours en France, le président du MoDem qui, lui, a annoncé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle française. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue mercredi. Les deux hommes se sont retrouvés ce jeudi à Paris pour signer l'alliance proposée par François Bayrou à Emmanuel Macron. Écoutons les propos de François Bayrou quelques heures seulement un peu plus tôt. On n'a pas parlé d'intérêt, on n'a pas parlé d'intérêt partisan. On n'a pas eu de négociation, on n'a pas passé son temps à échanger, c'est pas j'achète et tu vends, c'est rien de tout ça. On a peut-être même eu des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, on va dire ça, hein, c'est-à-dire un peu mêlée ouverte, mais il y a des moments où on est obligé de dépasser tout cela. Ses préférences, ses goûts, ses habitudes,
parce que ce qui est en jeu est trop grave. Je vais tout faire pour aider. Il y a un candidat. Je n'ai jamais accepté l'idée de ticket, ni quand j'étais moi-même en situation de candidat, ni après. Et pour finir, cap sur le Brésil, et c'est en bref et en images. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, José Serra, a présenté mercredi sa démission au président Michel Temer en raison des problèmes de santé, a annoncé la présidence. Selon les médecins, il me faudra au moins 4 mois pour me rétablir, a déclaré celui qui fut le ministre de la Santé de 1995 à 2002 et 2 fois battu à l'élection présidentielle en 2002 et 2010. Depuis la destitution Dilma Rousseff en 2016, Michel Temer, le nouveau chef de l'exécutif, a vu 6 de ses ministres et un proche conseiller quitter leurs fonctions pour désaccords internes, accusant de corruption et de maintenant des problèmes de santé. Voilà, à présent le rappel de titres avant de refermer cette grande session. Vous l'avez vu au Gabon, protection de la nature. Les premiers CFA du Fonds vert commencent à arriver. La caisse de dépôt et de consignation devra, à raison de son modèle suffisamment éprouvé, gérer et argent alloué par le Fonds vert climat en raison des efforts de conservation. Nous étions en Afrique du Sud où la population noire brille par une xénophobie envers les autres Africains. Malgré les appels au calme, l'apartheid fini, Mandela parti, les jeunes générations ont perdu la mémoire. Et puis nous étions en Équateur où il faudra attendre dans le second tour de la présidentielle pour savoir qui de la gauche ou de la droite dirigera le pays dans un contexte régional marqué par un retour de la droite au pouvoir. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.